l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. La rentrée scolaire au Niger au secondaire est effective. Dans cette édition, nous en ferons le point avec nos correspondants permanents. Lutte contre le virus Ebola, l'infirmière française est actuellement en confinement en France. Contaminée en Afrique de l'Ouest, elle a été rapatriée pour des traitements expérimentaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouverture ce matin à Niamey d'un colloque international francophone sur la mise en œuvre des socles de protection universelle dans les pays de l'espace francophone, organisé par l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie, en collaboration avec le Conseil économique et social du Niger. La rencontre vise un échange de réflexion sur les voies et les moyens permettant d'améliorer la protection sociale dans l'espace francophone. Sarki Aboubakar, Razak Abaché. Environ 75% de personnes dans le monde ne bénéficient pas de couverture sociale adéquate. Un problème de société qui est aujourd'hui au centre des débats de ce colloque international francophone. Que la tenue de ce colloque doit être perçue comme un signal fort de la volonté du Niger de relever le défi du renforcement de la résilience des ménages et des communautés en mettant en œuvre une protection sociale capable de réduire la vulnérabilité au choc et d'améliorer la gestion des risques. Il me plaît de souligner qu'un système de protection sociale efficace renforce le capital humain, améliore la productivité et l'accès aux revenus, crée des opportunités d'accumuler des actifs de production. Pour la vingtaine de pays participants réunis au sein de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie, la prise de mesures correctives urgentes et concrètes s'impose. Nous venons donner le point de la situation du Congo en la matière et puis aussi échanger avec les autres conseils économiques et sociaux, de voir ce que leurs pays ont fait. Et peut-être faire école aussi pour que les systèmes qui viennent d'être mis en place chez nous puissent bénéficier de l'expérience des autres et avancer dans l'intérêt de nos populations. Ce colloque international qui durera 2 jours réunit un grand nombre de décideurs avertis, de chercheurs et de praticiens expérimentés en la matière. Au Sénégal, le comité de pilotage de l'Organisation internationale de la francophonie a tenu une conférence de presse ce jeudi. Ce comité a entamé depuis dimanche une mission de 6 jours au Sénégal pour voir l'état d'avancement des préparatifs du sommet de Dakar qui aura lieu les 29 et les 30 novembre prochains. Louise Tinassagna Bendambaye, Antoumar pour les détails. En prélude au sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar du 29 au 30 novembre de cette année, l'OIF et l'État du Sénégal signent un mémorandum d'entente d'un montant de 500 000 €. L'OIF apporte ainsi cette aide pour que notre pays puisse organiser convenablement le 15e sommet de la francophonie. C'est une sorte d'accord cadre qui permet à l'Organisation internationale de la francophonie d'apporter son soutien aux manifestations d'accompagnement que le Sénégal, pays hôte, entend tenir sur le sol sénégalais à l'occasion de ce sommet. Comme vous le savez, ces manifestations d'accompagnement sont toujours le lieu de montrer la meilleure vitrine culturelle du pays hôte. Après un court séjour du virus Ebola à Dakar, un report possible du 15e sommet de la francophonie est souvent évoqué par une certaine opinion. Le conseiller spécial de l'OIF assure de la tenue de l'événement et met ainsi fin aux rumeurs. Les rumeurs
Personne ne peut les démentir, nous les avons entendus comme vous. Par contre, dans ce que nous avons fait, comité de pilotage de l'OIF, comité d'organisation du Sénégal, nous avançons résolument vers l'organisation de ce sommet. Et je me permets d'ajouter que cette mission que nous venons d'effectuer nous renforce dans la conviction que le Sénégal et ses organisateurs devraient, à date échue, être prêts pour le rendez-vous des 29 et 30 novembre. 77 chefs d'État et de gouvernement, dont 57 membres à part entière et 20 observateurs se réuniront dans le pays de la Teranga pour la tenue du 10 sommet. Sénégal toujours. Depuis quelques mois, les autorités sénégalaises ont décidé de procéder mensuellement à l'incinération de la totalité de la drogue saisie dans leurs différentes structures. Pour ce mois de septembre, la cérémonie d'incinération s'est déroulée ce vendredi. Elle fait état d'une saisie d'une tonne de chanvre indien et de diverses autres variétés de drogue. Écoutons à présent le ministre de l'Intérieur au micro de Mariam Benguefay. On note quand même avec beaucoup de bonheur que la tendance aujourd'hui est à la baisse. C'est l'occasion justement de féliciter les éléments de force de sécurité, plus particulièrement donc l'OCRTIS qui se bat tous les jours pour juguler donc ce mal-là. Nous avons aussi noté avec beaucoup de satisfaction que les prises qui se faisaient à partir du nord et de l'est sont en nette baisse, voire absentes. Et cela d'ailleurs sera renforcé par justement notre unité canine que le directeur général de la police vient de rappeler tout à l'heure, c'est-à-dire donc prendre des chiens, les mettre au niveau justement des frontières pour encore mieux surveiller les cargaisons. Par contre, il subsiste toujours une activité donc de production de drogue dans le sud du pays et aussi un peu au niveau de la frontière avec la Gambie. À présent, la suite de l'actualité, en bref et en images, rassemblée et commentée pour vous ce soir par Sékou Tankara. Côte d'Ivoire, après la grève de la faim de 4 jours qu'ils avaient entamé le 1er septembre dernier, les détenus politiques envisagent de reconduire le mouvement et cette fois-ci illimité à partir du lundi prochain pour dénoncer leurs conditions de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Les prisonniers, pour la plupart des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, en plus de leurs conditions difficiles de vie dans l'établissement pénitentiaire, exigent leur jugement ou leur libération. Togo, le président Faure Gnassingbé vient de mettre en place le Haut Conseil pour la mer dans le cadre du renforcement de la lutte contre la criminalité en mer et les actes de piraterie dans les eaux territoriales des pays à façade maritime du Golfe de Guinée. Faure Gnassingbé a expliqué que la mise en place du Haut Conseil pour la mer vise à faire face à la menace apparue et matérialisée par des attaques contre des navires en haute mer. Les prestataires individuels locaux de la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, devraient reprendre le travail ce vendredi. Ils avaient observé 2 jours sans travail à Kinshasa et dans les provinces. C'était pour réclamer le paiement de 70% de leur salaire qui serait détourné. Cependant, ont-ils précisé, la lutte continue jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Plus d'un mois après les émeutes raciales de Ferguson aux États-Unis, le ministre de la Justice, Eric Holder, a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 4,75 millions pour rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et les populations locales. On ignore si les poursuites judiciaires seront engagées à l'endroit du policier blanc qui a abattu un jeune noir à Ferguson en août dernier, mais le ministre afro-américain a insisté sur l'obligation des forces de l'ordre d'assurer la justice et d'éliminer les préjugés. Les noms des pays hôtes des CAN 2019 et 2021 seront connus ce samedi à Addis Abeba. Candidats à l'organisation de la CAN 2019 ou celle de 2021, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Zambie passent ce vendredi un dernier oral devant la commission permanente de la CAF. L'occasion pour les prétendants de définitivement convaincre de la solidité de leurs dossiers respectifs. La suite de cette édition à présent avec ces souvenirs douloureux pour la Côte d'Ivoire. Cela fait aujourd'hui 12 ans que le pays a été victime d'un bain de sang. L'attaque s'est déroulée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État
qui s'est malheureusement transformée en rébellion armée, au cours de laquelle le ministre de l'Intérieur, fidèle compagnon du président Gbagbo, a été tué. Plusieurs colonels de l'armée ainsi que le général Robert Guéhi et son épouse ont été massacrés au cours de cette rébellion armée. En Guinée, particulièrement dans la lutte contre le virus Ebola, dans cette lutte, la sensibilisation est importante, mais elle n'est pas toujours bien perçue par les populations. Et donc, dans ce pays, 8 responsables locaux ainsi que des journalistes guinéens ont été pris pour cible en pleine campagne de sensibilisation par des populations. Ils ont donc été retrouvés morts dans le sud du pays. Dans le sud de la Guinée, la région la plus touchée, le gouverneur, des officiels locaux et des journalistes guinéens faisaient une tournée de sensibilisation au virus Ebola. Dans le village de Womé, les habitants ont pris peur. Armés de machettes et de couteaux, ils ont lynché ces volontaires. C'est la première fois que l'hystérie et l'ignorance qui entourent Ebola tuent. À cette heure-ci, il a été déjà découvert 7 corps sur les 9 disparus. Le gouvernement condamne avec la plus ferme énergie l'assassinat de citoyens guinéens. Depuis, un 8e corps a été retrouvé dans le village. Les rumeurs les plus folles circulent sur Ebola. Les habitants de Womé étaient convaincus que le virus est une invention des Blancs. Ils ont cru que la délégation venait les infecter ou carrément les tuer. Cette affaire vient encore compliquer le travail de prévention contre l'épidémie. Dans cette pharmacie, on explique les gestes de base. Avant qu'un patient ne rentre dans la pharmacie, il est mieux indiqué qu'il se désinfecte des mains et avant de rentrer à la pharmacie. Donc juste c'est pour stopper Ebola. D'après l'OMS, en Afrique de l'Ouest, le virus Ebola a déjà tué 2630 personnes, soit un malade sur 2. C'est rare que le Conseil de sécurité de l'ONU soit saisi d'un problème de santé publique. La dernière fois qu'il l'a fait, c'était pour le sida. Hier, les membres ont voté à l'unanimité une résolution qui acte l'urgence sanitaire et mobilise des moyens. Dans la foulée de ce vote historique, les Nations Unies envoient une mission d'urgence pour coordonner les opérations sur place et la France installe un hôpital militaire en Guinée forestière, foyer de l'épidémie, là où a eu lieu le drame de Womé. Le confinement est en cours en Sierra Leone. Il a démarré la nuit dernière. Une décision des autorités du pays en vue de détecter les cas d'infection et améliorer la prise en charge des cas recensés. Les populations sont enfermées chez elles. Seuls les policiers et les militaires circulent dans la ville. Et pour accompagner ce confinement, les autorités procèdent à la diffusion de messages de promotion de la santé, de l'hygiène et du contrôle de l'infection. Ebola toujours, l'infirmière française de Médecins sans frontières, contaminée par le virus de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, est en France. Elle a été rapatriée à bord d'un avion médicalisé. La jeune femme, dont l'identité reste secrète, a été installée dans une chambre de confinement. Elle y reçoit des traitements expérimentaux. Un convoi sous haute surveillance. La volontaire de Médecins sans frontières a été rapatriée cette nuit en France par avion sanitaire. Atterrissage à l'aéroport de Villacoublay, puis direction l'hôpital militaire Bégin dans le Val-de-Marne. L'infirmière y est installée dans une chambre de confinement. Les autorités sanitaires ont autorisé une prise en charge spécifique. Elle a reçu dès son transfert un traitement expérimental et elle est donc aujourd'hui soignée dans les meilleures conditions possibles. Depuis le début de l'épidémie, cette volontaire expérimentée était sur le front. Nous l'avions rencontrée il y a quelques mois en Guinée. La voici dans un centre de traitement Ebola. Pour préserver son anonymat, nous avons choisi de ne pas montrer son visage. Comme ses collègues, elle prenait toutes les précautions. Combinaison de protection intégrale pour entrer dans la zone à risque. Ce jour-là, elle allait annoncer à un patient qu'il n'était pas malade d'Ebola. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir. Une dernière douche de désinfection pour le patient. Et à la sortie de la zone d'isolement, de nouveau les mêmes procédures strictes. On ignore comment l'infirmière a pu être infectée. Selon sa grand-mère, elle garde un bon moral.
Retour au Niger pour parler de la rentrée scolaire 2013-2014 dans le secondaire qui s'est déroulée le lundi 15 septembre 2014. Et donc ce jeudi, nos correspondants permanents Sarki Aboubakar et Razak Abaché se sont rendus dans certains établissements d'enseignement secondaire pour vérifier cette effectivité de la rentrée. Je vous propose donc ce reportage. Il en ressort que les cours ont déjà commencé. À Niamey, dans les établissements d'enseignement secondaire, l'on parle d'une rentrée scolaire 2014-2015 effective. Au lycée Kassé, elle se traduit par le début des cours et la mobilisation du corps enseignant. Présentement, sur les 81% que j'ai, tous sont là, tous se sont fait connaître aux élèves. Et les tableaux de service sont donnés. Vous avez fait un tour dans les classes, vous avez vu que les cours ont effectivement démarré depuis le mardi, depuis le 16, alors que la rentrée a eu lieu le 15. Un tour dans les salles de classe permet de constater cette effectivité. L'ambiance est à la concentration et aux explications. Le lendemain de la rentrée aussi, on a commencé le cours. Tout se passe bien pour le moment. Et on suppose que, Inch'Allah, ça va finir bien aussi. Comme à l'accoutumée au Niger, des cahiers et du matériel didactique ont été distribués aux élèves. On a reçu plus de 13 cahiers, 6 cahiers de 300 pages, 5 cahiers de 200 pages et je crois 3 cahiers de 100 pages. Et ça nous permet d'avoir des cahiers d'exercice, puisqu'avec 13 cahiers, on peut avoir tous les cahiers des matières qu'on a. Depuis hier même, on a commencé à faire mathématiques. Aujourd'hui, on a fait physique, chimie. On a commencé par la chimie. La rentrée a été bien, car on nous a donné tout le matériel nécessaire pour l'année académique. On a bien débuté l'année. Après la rentrée scolaire du secondaire, celle du primaire est prévue pour le 13 octobre prochain. Parlons lutte contre le terrorisme. À présent, la France vient de lancer ses premiers raids aériens contre des positions de l'État islamique en Irak. Et ce vendredi, c'est le dépôt logistique de Daesh qui a été ciblé. Il a été entièrement détruit. Jusqu'à présent, il n'effectuait que des vols de reconnaissance, comme celui-ci, il y a quelques jours encore, depuis la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats arabes unis. Mais ce matin, quand ils ont décollé à 9h40, les pilotes français avaient une autre mission. À bord de leur Rafale, ils ont pris la direction du nord-est de l'Irak, non loin de la ville de Mossoul, au plus près des lignes de front qui séparent les combattants kurdes des djihadistes de l'État islamique. Leur objectif, un dépôt logistique, un dépôt de carburant, mais aussi d'armes et de véhicules militaires. C'est François Hollande qui a ordonné ces frappes. On le voit ici dans la matinée aux côtés de son chef d'état-major particulier et de son conseiller diplomatique. Les pilotes français et leurs appareils sont rentrés sains et saufs à leur base à 1500 km plus au sud. Ce premier raid est un succès, dit-on à l'Élysée, et l'on prévient qu'il y en aura d'autres dans les jours à venir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.